Bonjour, bienvenue, nous sommes sur Eurobois à Lyon, nous sommes sur le plateau de Bâti Journal TV et nous poursuivons notre série de rencontres avec cette fois-ci un sujet, le Douglas. On va parler du Douglas, une essence bien française, on va le voir, avec un volume de sillage de 800 000 m3 par an, un chiffre qui a triplé en 20 ans. La France est le premier producteur européen de Douglas. Cette essence forestière possède d'excellentes qualités technologiques et de nombreux débouchés. On devrait d'ailleurs voir se développer sur le marché des produits à forte valeur ajoutée. Pour en parler, je reçois Stéphane Vive, pardon. Bonjour. Vous êtes, bonjour, président du directoire de Monesève, l'entreprise Monesève. Sabrina Pedrono, vous êtes déléguée de l'association France Douglas, bonjour. Bonjour. Alain Prévosto, vous êtes directeur commercial à la coopérative forestière Bourgogne-Limousin, dont le siège social est situé à Ussel, c'est ça, en Corrèze ? Ça même, bonjour. Bonjour. Et enfin, bonjour Pierre Chaumette, vous êtes architecte de l'agence Chaumette Lupin et Associés, qui est basée à Paris et à Saint-Étienne. Oui, bonjour. Bonjour. Lupi, Chaumette Lupi. Chaumette Lupy, pardon, j'ai écorché un nom. Bien, je vais commencer avec vous, Alain Prévosto. Vous pouvez nous dire un mot sur la coopérative forestière Bourgogne-Limousin ? Alors, tout à fait. La coopérative a été créée en 1973, vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui. Au départ, c'était à l'initiative de 7 propriétaires forestiers. Aujourd'hui, on en compte à peu près 12 000. On travaille sur 3 anciennes régions, on va les nommer comme ça, le Limousin, l'Auvergne et la Bourgogne. Au niveau des chiffres, on a 135 collaborateurs, société CFBL, et on a plus de 150 clients. Alors nos clients, la particularité, c'est effectivement que nos clients, c'est des clients directs qui utilisent des bois. J'en ai un en face de moi, la société Monesève. Donc on est contrat d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'on approvisionne les clients en fonction de leurs demandes. Les caractéristiques des bois, les délais de livraison et effectivement tout ce qui va concerner la logistique. Au niveau de CFBL, on a une spécialité qui est le Douglas. Alors la spécialité, elle est effectivement dans l'exploitation, j'en parlerai un petit peu après, mais elle est aussi dans tout ce qui a été reboisement. L'initiative 1973, ça fait, vous voyez, c'est plus de 40 ans, on a effectivement reboiser des milliers d'hectares de Douglas dans le Massif central, Grand Massif central. Donc c'est une essence qu'on connaît bien dès son origine, dès l'implantation. Et il ne faut pas croire que pour faire des beaux Douglas, c'est important de partir effectivement de la bonne origine et de suivre le peuplement année après année. Voilà. C'est pas la forêt, ce que j'aime à dire, c'est qu'elle ne se fait pas toute seule. C'est des hommes, c'est des femmes qui l'ont faite. Et le Douglas, c'est vraiment la caractéristique. Il n'y en avait pas il y a 150 ans ou 200 ans où il y en avait très peu, quoi. Donc c'est vraiment une volonté des propriétaires de l'introduire, parce que c'est une essence qui s'adapte bien au climat, et puis c'est une essence qui a des caractéristiques technologiques intéressantes. Au niveau des volumes, aujourd'hui, CFBL, c'est 200 000 m3 de Douglas Boiron exploité, ce qui en fait effectivement une ou la coopérative leader en France au niveau de cette essence. Ce qui est important, alors on se pose plein de questions. Le Douglas, ça a été une essence qu'on a vu effectivement arriver, qu'on a vu pousser. Aujourd'hui, on arrive effectivement à des phases de récolte importantes. Et on a la question de la qualité, on a la question de la grosseur des bois, on a la question effectivement des origines, comment on fait, on a la question du changement climatique. Donc on s'interroge. Et nos propriétaires nous ont demandé d'essayer de mettre un peu ça par écrit, d'essayer un petit peu de formaliser un peu tout ça pour effectivement les guider. Parce qu'on leur disait tellement de choses, et un propriétaire forestier, effectivement, c'est souvent des gens qui voilà, ils vivent pas de leur forêt uniquement, et donc ils ont une vue effectivement qui peut être
un peu diluée et moins précise que nous professionnels. Donc ils ont demandé de faire un ouvrage. Un ouvrage qui vient de sortir. Donc. Voilà, alors une chance pour la France et les sylviculteurs, parce que je pense que c'est un vrai atout du Douglas. Il y en a certes un peu dans d'autres pays en Europe, mais beaucoup moins qu'en France. Et vous verrez effectivement qu'on a un atout, je dirais, économique, environnemental, social à jouer avec cette essence. Et cet ouvrage donc décrit, c'est pas un cours de botanique, c'est pas un cours d'économie, mais c'est le sens qu'on y trouve, coopérative, CFBL, dans cet ouvrage. Justement, quelle est votre vision du Douglas ? Qu'est-ce que vous faites passer ? Nous, notre vision, c'est de dire du Douglas, il faut en planter, il faut continuer. Plus on en aura, plus on aura une industrie effectivement performante. Donc il ne faut pas arrêter les reboisements, ce qui était un peu le cas ces 10 ou 15 dernières années. Donc il faut reboiser du Douglas. Alors le mettre dans les terrains, on indique les terrains qui lui conviennent, on ne peut pas le mettre de partout. Mais dans le Massif central, il y a quand même beaucoup de surfaces qui peuvent se reboiser en Douglas. Après, il faut faire des produits aussi qui sont, je dirais, demandés par nos industriels, nos clients. Il ne s'agit pas effectivement d'être à contre-courant. Si aujourd'hui il faut produire des bois moyens pour des questions économiques, pour des questions de qualité, il faut essayer de produire ces bois-là. Et donc peut-être changer un peu notre sylviculture avec des plantations plus serrées, avec des interventions effectivement plus douces. S'adapter à la demande. S'adapter à la demande. Ça, c'est toujours un propriétaire, il n'a pas cette vision, lui. Puis qu'est-ce qu'un beau Douglas ? Est-ce que c'est un gros bois plein de branches ? Est-ce que c'est donc on essaye de donner effectivement un petit peu des lignes d'horizon aux propriétaires pour qu'ils essayent de quantifier, de qualifier un peu leur peuplement et puis de voir effectivement à quel stade il faut le récolter. On prône aussi, vous savez, les propriétaires forestiers, couper un arbre pour eux c'est un arrache-cœur. Ils n'aiment pas couper leur bois qu'ils ont vu pousser. C'est sentimental. Donc quand on leur demande en plus de couper des bois qui se paraissent, je dirais, d'une taille modeste par rapport au potentiel de l'essence, ils y vont un peu à contre-pied, à contre-courant. C'est d'autant plus difficile. Donc on essaye de leur expliquer aussi que le Douglas, effectivement, la mise en œuvre du bois, le bois de Douglas, on le retrouve effectivement dans notre maison, dans notre mobilier. Et donc la vie, elle ne s'arrête pas. Voilà. Et puis il y a des gens qui reboisent. Donc la forêt continue. Et si on aime les gros bois, parce qu'il y a des propriétaires qui aiment les gros bois, il faut faire des gros bois de qualité. Donc il faut pouvoir les élaguer, il faut pouvoir effectivement les suivre en sylviculture. Voilà un peu notre message qu'on a voulu passer dans ce livre. Dans cet ouvrage, d'accord. Voilà, tout à fait. Sabrina Pedrono, oui. Comment est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que vous avez la même vision des choses ? Déjà peut-être rappeler rapidement ce qu'est votre association ? Oui, alors très simplement, France Douglas, c'est l'association nationale de promotion du Douglas. Elle a été créée il y a plus de 20 ans maintenant et elle œuvre dans ce domaine. Alors oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Alain Prévosto. Notre objectif, il est aussi de rapprocher au maximum les objectifs de production de l'amont et de l'aval. On a mis en place quelques actions au sein de France Douglas pour ce faire, notamment en rédigeant des recommandations sylvicoles qui sont d'ailleurs assez proches de celles qui sont préconisées dans le livre. Et on a de la chance avec le Douglas en fait, parce qu'il a plein de qualités cet arbre et on peut faire à peu près tout avec. Et ce qu'on voit, c'est que dans un contexte national où la production de résineuse est en train de baisser, le Douglas est le seul qui continue sa progression. Alors c'est pour plein de raisons, c'est grâce à ses qualités, grâce aux gens qui le plantent, qui reboisent, qui suivent leur forêt. Mais c'est aussi parce que, alors ça c'est l'étude Lochu qui l'a démontré assez récemment, aussi parce que l'industrie, elle est capable d'aller vers des produits à plus forte valeur ajoutée, des produits qu'on appelle techniques, des produits rabotés, profilés, voire collés, reconstitués. Et si France Douglas a fait un gros travail de caractérisation de l'offre, je dirais basique, ces dernières années, aujourd'hui elle s'attache aussi à aider l'industriel à aller vers ces produits plus techniques, à plus forte valeur ajoutée, parce que c'est eux qui, en fait, constituent l'avenir de l'industrie du bois. Des exemples de ces produits à plus forte valeur ajoutée ? Oui, alors je peux citer des exemples. Ça peut être le CLT, par exemple, le LVL, les bois collés, tous les bois reconstitués, bois aboutés. Et puis après, tous les produits profilés, comme le bardage, ce genre de produits. Tout ça, c'est des produits qui permettent à l'offre bois de se développer et de gagner des marchés. Et le Douglas convient très bien à ces produits. Donc c'est une tendance qui se dessine ? C'est une tendance qui se dessine selon l'étude dont je viens de vous parler.
En tout cas, c'est comme ça que le Douglas a réussi à développer l'offre par rapport à d'autres essences. Et je pense que c'est sur cette tendance que France Douglas va surfer pour continuer à développer le marché. Stéphane Vive, vous en pensez quoi? Vous êtes sur cette même ligne d'évolution chez Monesev? On pense que du bien du Douglas, puisque c'est un bois qu'on transforme maintenant depuis 25 ans. Aujourd'hui, le groupe Monesev, c'est 300 000 m3 de Douglas transformés, c'est-à-dire qu'on est le premier transformateur européen. Ça représente quoi Douglas. par rapport à tout ce que vous transformez? On en transforme 850 000, D'accord. mais on va dire à peu près 35%. C'est une essence à laquelle on croit beaucoup. Alors à l'export, alors le Douglas, comme disait Sabrina, a d'énormes qualités, et Alain ne me démentira pas. C'est un bois d'abord qui pousse vite, donc qui intéresse les propriétaires forestiers, bien entendu, hein. Mais il a une particularité, c'est que même s'il pousse vite, il garde une résistance structurelle qui est importante. Alors je vous dis ça, c'est pas parce que on l'a décidé, on l'a décrété, hein, c'est qu'aujourd'hui on a des systèmes de contrôle de résistance structurelle dans nos usines qui sont par rayon X ou par méthode de Bing, et on s'est rendu compte effectivement que cette essence-là, malgré un CERN d'accroissement un peu plus important qu'un bois blanc, est plus résistant qu'un bois blanc. C'est-à-dire qu'entre un épicéa et un Douglas à CERN d'accroissement égal, le Douglas est plus résistant. Donc là, c'est la deuxième particularité. Et la troisième n'est pas des moindres, c'est que c'est un bois qui a beaucoup de durabilité. C'est un bois qui aujourd'hui résiste à l'humidité. Parce que la partie rouge du Douglas, hein, qu'on appelle le duramen, est un bois qui est classe 3 de naturel. Ça veut dire que c'est comme s'il avait été traité chimiquement. Vous savez, ces bois verts, ben là, on l'obtient naturellement. Donc c'est un bois qui a... C'est un atout de taille. Un atout colossal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable d'utiliser ce bois-là qui pousse vite, qui résiste bien. Donc il intéresse les propriétaires forestiers, mais également les constructeurs, parce que c'est un bois qui a énormément de résistance structurelle, donc qui peut être utilisé pour faire du lamellé-collé, pour faire des grosses pièces, toutes ces choses-là, et rentre parfaitement dans le cadre du développement de la construction bois, hein, et avec des résistances structurelles très adaptées et au-delà du bois blanc, mais en plus, grâce, je dis, à cette durabilité, où là, on peut l'utiliser sur l'extérieur, tout ce qui est aménagement extérieur, c'est-à-dire bardage, mais également, on va dire, lame-terrasse, pergola, voilà, tout ça, et tout ça en utilisant un bois, on va dire, écologique, puisque c'est un bois qui ne nécessite pas, aujourd'hui, de productement. Donc, on est à fond dans le développement du Douglas, on croit beaucoup à cette essence. Alors, en France, elle est un peu moins utilisée, on la développe beaucoup à l'export, hein. Le Japon est un très gros consommateur de Douglas. C'est un pays qui consomme 0,48 m3 de bois par habitant et qui ne construisait qu'en Douglas. Donc maintenant, ça a un peu changé, mais c'est des gens qui ont très vite compris les qualités dont je viens de vous parler du Douglas et qui les connaissent très très bien. Et à nous de faire développer, de faire connaître ça. France Douglas le fait très bien, hein. En tout cas, bravo à l'action que vous menez. Et qui permet de développer cette essence-là qui aujourd'hui effectivement a d'énormes atouts. Et on a une chance incroyable, c'est que, comme vous avez dit tout à l'heure, on est le pays en Europe, et même on est le pays après les États-Unis et le Canada, dans le monde, on est l'endroit où il y a le plus de Douglas. Donc on a une chance incroyable, il faut en profiter, il faut surtout la valoriser, parce qu'aujourd'hui ce qui est important, c'est d'économiser cette matière également. C'est pour ça qu'on a monté des lignes de sciage courbe qui nous permettent aujourd'hui d'optimiser cette matière, parce que de toute façon aujourd'hui la construction de bois va de plus en plus se développer, donc on va avoir de plus en plus besoin de bois, donc c'est pour ça qu'il faut, on va dire, économiser cette matière et essayer dans le moins de matière possible, sortir le plus de planches possible, et c'est ce à quoi on s'emploie, et surtout, on va dire, avec le Douglas qui est une essence incroyable. Vive le Douglas! Oula. Pierre Chaumette, vous êtes convaincu de tout ça, j'imagine, parce que vous utilisez le Douglas aussi depuis quelques temps. Tout a été dit. C'est vrai qu'un architecte qui se retrouve avec un bois qui, par essence même, est stable, a toutes les qualités, il n'a pas besoin d'être traité, donc écologiquement, c'est fabuleux. Donc, et aussi, il est présent dans toutes les régions de France. Donc à ce moment-là, je ne dis pas qu'on a juste à se baisser et le ramasser, mais lorsqu'on a réalisé des différents projets, on les a utilisés suivant les régions. Et on en trouve presque dans toutes les régions de France. On peut jouer la proximité. Voilà, tout à fait. Quel type de projet avez-vous réalisé avec le Douglas et dans quelle partie des bâtiments? Alors justement, on est une agence un peu particulière parce qu'on est généralement on traite les agences d'architecture traitent des projets
de 20, 30 000 mètres carrés avec des grosses agences. Et en fait, on est une agence de taille moyenne de 5 personnes qui peut grossir, entre guillemets, à chaque concours gagné. Mais depuis 88, on fait ça. Ensuite, à la suite de l'agence de mon oncle qui existait là depuis 48, donc c'est une ancienne agence, si on peut dire. On l'a développée pour faire que des concours en France. Et il y a un peu plus de 15 ans, j'ai passé une semaine en Finlande et vraiment, j'ai voulu vraiment construire en bois depuis des années. Mon beau-père plante des Douglas depuis l'âge de mon épouse. Donc, voilà, je dirais pas son âge. Vous étiez bien placé. Et donc, c'est un gars bien. Et ça, c'est et avoir des bois qui sont de qualité avec peu de nœuds. On peut savoir qu'un Douglas, il faut savoir le travailler également, qu'il soit purgé d'aubier. Pourquoi avoir un peu moins de nœuds, tout ça, c'est des choses qu'on connaissait. Je voulais le mettre en pratique, pardon. Donc, on a eu l'opportunité de participer à un concours d'ampleur qui était un lycée qui fait plus de 20 000 mètres carrés en Auvergne. Et pour nous, c'était évident, il fallait le réaliser en bois, quoi. On n'a pas été les seuls à le faire en bois, mais on l'a fait à 100% en bois, où on a voulu réunifier tout un ensemble de bâtiments existants et de bâtiments neufs avec le Douglas. Donc tout ce qui est extérieur, c'était tout simple pour nous, c'était évident, on mettait le Douglas. Donc il y a tout un travail aussi de calpinage qu'on voit sur les photos qui passent, où c'est pas simplement un calpinage avec des horizontales. Il y a tout un travail sur les débords de toiture, sur les creuses, sur les détails qui prennent énormément de temps. Là aussi, les architectes pensent que c'est simple de travailler le bois. C'est compliqué, il faut exactement savoir ce que l'on veut faire, il faut avoir des plans d'exécution impeccables pour pouvoir travailler le bois. Et donc le Douglas était là, donc sur le plan écologique, sur le plan HQE, il était à 10 km, quoi. On a manqué un moment de Douglas, c'est l'entreprise locale qui était à 500 mètres qui a pris sur ses réserves de Douglas pour faire le bardage qui était en Douglas. Donc c'est vraiment extraordinaire. C'était une évidence pour vous. Oui, c'est évident. Alors, bien évidemment, il faut faire attention, on ne peut pas mettre le bois dans n'importe quel lieu. Alors, c'est évident, c'est un climat, qu'on est à plus de 1000 mètres d'altitude, on n'est pas en plein milieu urbain, donc il vieillit très très bien. Il bronze, si on peut dire, et il a grisé très très peu, alors que maintenant, il est livré. C'est ailleurs assez étonnant, les photos que vous voyez là ont même pas un an, et on a livré par plusieurs tranches, c'est un chantier très long sur 5 ans, et on a livré en 2014. Donc les premiers bâtiments datent de 2013, donc en plus de 3 ans, ils sont toujours pas gris. Et donc il y a vraiment, c'est assez extraordinaire. Et on a des auvents qui sont là, parce que justement on les protège, c'est pas pour rien. Le maître d'ouvrage nous disait, vous faites des auvents de 5 mètres de... Qu'est-ce que c'est? Arrêtez vos caprices d'architecte. Non, c'était pas un caprice d'architecte, là c'était vraiment un souci de bonne maintenance du bâtiment. C'est indispensable. Et oui, tout à fait. Bois, il faut penser à protéger le bois. Effectivement, le débord de toiture est essentiel. Voilà, vous faites bien de le dire, parce que c'est des choses sensibles auxquelles tout le monde ne pense pas. Et actuellement, on voit des belles boîtes en bois qui vont peut-être faire des contre-références. Donc, mais bon, je ne veux pas être désagréable. Mais c'est vrai, il faut penser à tout ce genre de détails. Et donc, c'est vrai qu'on a une architecture, si on peut dire, un peu classique, entre guillemets. Mais dans le paysage qu'il y a actuellement dans cette entrée de ville à Yssingeaux, ça a été vraiment extraordinaire. On avait les gens qui venaient se promener sur le chantier le week-end, c'était totalement ouvert, c'est assez extraordinaire. Et même maintenant, c'est resté. Alors qu'on est actuellement dans des soucis de protection, mais on était vraiment... les gens venaient voir et on avait des entreprises très sensibles. Moi, je trouve que au niveau du bois, je veux pas trop valoriser les entreprises, mais là, je le reconnais vraiment, ils étaient sensibles. Ils étaient contents du boulot qu'ils faisaient. Là, vraiment, on avait travaillé, il y avait une première opération qui était un centre équestre, où il y avait un alignement, des clous, etc. Donc, on était très pointilleux, très pénible. Les entreprises nous disaient, oui, on sait faire. Alors, mais quand même, vous n'utilisez pas un filet à plomb, quand même. Et ils ont travaillé là-dessus. Et vraiment, c'est devenu une référence pour eux. Donc, ils nous ont dit, je ne sais pas si dans notre carrière, plus tard, on fera un bâtiment et un ensemble aussi important, mais vraiment, on s'est fait plaisir aussi. Et ça, c'est pas tous les corps de métier. Et actuellement, on perd ce savoir-faire. Et dans le bois, on le trouve, il est toujours là. Alors là, je peux passer sur un autre projet qui est plus petite taille, qui est à Bondy, dans le 93. Et là, on a mixé, ça on s'amuse à le faire, on mixe bois et béton. Et là, on montre que l'on peut mettre en valeur béton et bois. Souvent, on oppose ces deux matières, et je trouve que c'est une erreur, et on les marie. Et on les marie, et ça marche très très bien. Et les élèves se trouvent dans des petites écoles,
là aussi, c'est moins important, vous voyez. Mais, Là aussi, le maître d'ouvrage n'a pas été difficile à convaincre. Non, non, pas du tout. Et c'est le bois qui l'a convaincu. Ça aussi, Madame la maire a été très intéressée parce qu'elle était très sensible. Elle a vu des petites maisons pour les enfants, c'est une école maternelle, donc c'était intéressant. Et c'est sensible et il voit le bois à l'intérieur. Et puis enfin, le dernier projet, là, on peut aujourd'hui en parler parce qu'on nous notifie le marché aujourd'hui. C'est un dernier lycée qu'on vient de gagner en Bretagne, qui est assez important puisqu'il couvre près de 15 000 m² dans la banlieue de Rennes, où là aussi on a Ossuturbois, on a peut-être un peu moins de parements parce qu'on va être dans une zone peut-être un peu plus urbaine, mais on a tous ces brises-soleil qui sont tous travaillés suivant l'orientation avec des panneaux de Douglas et l'ossature est à partir du premier étage tout en bois, poteau-poutre en bois. Voilà. Donc c'est le lycée de Liffré qui vient de démarrer pour nous, si on peut dire. Un gros challenge et aussi intéressant parce qu'on le travaille en BIM. Et là aussi c'est un autre point, c'est que c'est les rares métiers véritablement où travailler en 3 dimensions pour une entreprise de bois, c'est évident. Donc on lui donne nos supports en 3 dimensions, ils ont des machines à commande numérique et vraiment il y a un gain de temps énorme et donc ils maîtrisent, ce qui n'est pas valable pour toutes les entreprises. Et là c'est un métier d'avenir et je pense que là les entreprises du bois, à toute la ligne, du producteur jusqu'à nous, ils sont rodés déjà, donc ils ont une avance fabuleuse par rapport même aux architectes. Moi je pense que là ils sont très très bons et ça c'est un point à développer. Donc des beaux projets qui illustrent bien que le Douglas a sa place dans la construction et l'aura de plus en plus. Comment vous voyez l'avenir justement de l'essence Alors, moi, ce que je peux dire, je quitte un peu ma casquette CFBL et je prends plutôt une casquette interpro, donc filière. Le Douglas en fait partie, bien évidemment, on l'a compris. Mais vous avez vu autour de cette table la passion des gens dans cette filière. Je ne connais pas beaucoup de filières où il y a des gens aussi passionnés. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'effectivement, on puisse, d'un bout à l'autre de la filière, faire circuler le message. Quand un architecte construit un bel ouvrage avec du Douglas, qu'il sache parler effectivement de ce qui s'est passé, parce que quand il construit, il y a déjà une histoire. Il y a déjà des hommes, des femmes, des gens, et ça, c'est pas suffisamment dit. Et on a besoin de ce lien dans notre filière, Et vice versa, nous aussi, on a besoin effectivement, quand on est, d'expliquer à nos propriétaires comment on met le bois en œuvre. Voilà, ça, c'est à mon avis essentiel. Des messages qui passent, le message que communication entre vous. Ce que je voudrais faire passer, ouais. Un mot de conclusion peut-être, Stéphane? Pour finir, effectivement, le Douglas a un bel avenir devant lui. Là, il n'y a aucun problème. Il faut vraiment que la sylviculture, parce que tout commence là. Il faut savoir que si un arbre est mal planté, pas au bon endroit ou mal entretenu, comme l'expliquait tout à l'heure Alain, donc c'est important effectivement de planter le plus serré possible. On revient, de ne pas trop laisser pousser les arbres trop longtemps, parce qu'un arbre aujourd'hui qui est trop gros n'est plus exploitable, parce qu'il n'y a plus de vieilles scieries capables, de moins en moins capables d'exploiter des arbres importants. Puisqu'un arbre est gros, il a des grosses branches, donc ça ne convient ni aux clients ni aux scieurs. Donc il faut bien penser à ça. Et en plus, un arbre qui est prélevé à 40 ou 50 ans, comme on le fait aujourd'hui, qui a poussé, a pompé un maximum de gaz carbonique. Les arbres, c'est comme les hommes. Un homme âgé va moins consommer qu'un jeune adolescent. Et bien l'arbre, c'est pareil. De 0 à 40 ou 50 ans, il va consommer un maximum de gaz carbonique. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut les prélever. Et effectivement, s'ils sont bien plantés, serrés, s'ils sont en plus élagués, alors là c'est merveilleux parce qu'on peut faire des produits fabuleux avec le moins de nœuds possible, et justement promouvoir le plus possible cette essence qui est incroyable. Donc il faut bien, dès la base, arriver à convaincre ces sylviculteurs, parce que nous on est persuadés de la qualité de cette essence-là, mais il faut qu'à la base, ça parte dans le bon sens. On va faire ce qu'il faut. Je crois que le message est passé. Sabrina Pedrono, un mot de conclusion? Oui, un mot de conclusion. Nous, on est une interpro, donc je vais faire une conclusion très courte. On l'observe tous les jours. On est une filière structurée. On a autour de la table l'amont de la filière et l'extrême aval de la filière. Et on a des gens ici qui sont unanimes sur le Douglas. Et je pense que c'est assez révélateur. Très bien, merci. On travaille tous dans le même sens. Le livre, il est disponible où? On peut le télécharger? Alors, le livre, il suffit d'aller effectivement sur le site internet de CFBL. Et donc, vous pouvez le commander. Il est vendu au prix de 15 €. Très bien, merci. Et on se fera le plaisir, effectivement, de vous l'envoyer. Merci beaucoup. Merci de votre participation à tous. Merci beaucoup. Merci à vous.